que je roule sur du temps emprunté, il faut que je fasse attention. Sondage rapide, ça va? À date, oui? Oui? C'est très bref, comme j'expliquais à quelqu'un tantôt. Cette présentation-là que je fais en 30 minutes, en clientèle, elle me prend 1h30. Donc, c'est correct, là, ça me donne un aperçu du concept en expérience client. Donc, il y a quelques semaines, il y a un mois, j'ai la salle par Southwest. Est-ce qu'il y en avait dans la salle qui était avec moi? Tout le monde qui était à la salle par Southwest? Dites oui, non. Oui? Y a quelqu'un? Il n'y a personne? OK. Bon, je souhaite d'y aller. C'est un joyeux bordel, comme dirait un de mes amis, ou un chaos organisé, avec des dizaines de milliers de personnes. Il y a quelques années, on était juste en numérique, ça attirait 20 000 personnes. Je crois que cette année, ils ont battu des records. Je n'ai pas les vrais chiffres, mais on m'a dit plus de 30. Et au total, tout l'événement a attiré cette année 100 000 personnes. Donc, imaginez 100 000 personnes pendant 10 jours dans une ville, une petite ville, c'est un peu indécent. Il y a une vibe impressionnante. Donc, South by Southwest, c'est 15 tracks, la mémoire est bonne, en parallèle de conférences à chaque jour, pendant 7 jours. Donc, il y a 5 à 7 conférences par jour. J'ai assisté à 35 conférences. À la fin, j'avais la langue à terre. Puis, j'ai pas encore fini de digérer toutes les notes que j'ai prises, pour être très honnête. Il y a beaucoup de choses. Donc, je fais un résumé d'un résumé. D'accord? J'ai juste quelques idées pour vous montrer de ce dont on a parlé. Vous êtes des grandes personnes, vous savez c'est quoi Google, vous pourrez aller faire de la recherche par la suite, si ça vous intéresse, pouvoir vous exposer à ce qui s'est passé. Donc, un thème qui est revenu fréquemment cette année, bien entendu, ce sont les agents conversationnels, donc les fameux chatbots. Je ne sais pas combien de sessions, j'ai assisté à peu près 4 ou 5 sessions, juste sur ce sujet-là. Beaucoup de débats. En passant, c'est pas juste la techno. Il ne faudra pas que ce soit un trip techno. Je le vois malheureusement actuellement. Là. Toi, j'ai un chatbot. C'est comme le premier. Hey, j'ai une app. Elle fait quoi ton app? J'ai une app. Elle se situe où dans le cycle? C'est pour l'acquisition, la conversion, c'est pour fidéliser le client. J'ai une app. Fait que là, il y en a qui font des chatbots. Je n'ai essayé un récemment, chatbot. Il me pose des questions. C'est long. C'est pénible. À la fin, il me dit, je ne suis pas capable de te répondre. J'ai fait comme, vraiment? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu m'as fait perdre mon temps? Fait que le chatbot, oui, c'est intéressant, ou l'agent conversationnel, c'est intéressant, mais encore faut-il que c'est de la valeur ajoutée. Fait que, les grandes lignes qu'on peut retenir de toutes ces conférences-là, c'est que, premièrement, le chatbot doit refléter la marque. OK? Donc, il reflète la marque. Il a une personnalité. Il apporte de la valeur. Il ne remplace pas de quoi, là. Il apporte de la valeur pour le client. Oui, il permet de régler des problèmes récurrents, simples. D'accord? Donc, le fast track, la voie rapide, il est capable de faire ça. C'est une bonne idée. Les cas complexes, non? D'accord. Il doit avoir une personnalité, j'en parlais tantôt. Doit être empathique, réconfortant et humain. C'est drôle à dire, mais c'est ça pareil. Pour que la relation s'établisse, pour que les gens comprennent, il faut qu'il y ait ces attributs-là, du moins c'est ce qu'ils ont mesuré. Ils l'ont testé de différentes façons, avec les bonhommes, les icônes, nommez ce que vous voulez. Là. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Et à date, ce qu'on sait aujourd'hui, parce que c'est quand même assez récent en passant, fait qu'on va s'en reparler plus tard, mais tous ces éléments-là sont quand même assez cruciaux. Être efficace, et puis un autre élément, c'est que ça ne remplace pas tout le monde. Ça ne remplace pas le web non plus. OK? Si ça prend moins de temps à compléter un formulaire en ligne, à l'écran, implantez pas un agent conversationnel, juste pour dire que vous avez fait un agent conversationnel. Il se situe où, dans le fond, cet agent-là, dans le parcours client, dans les parcours qu'un client peut suivre dans son interaction avec votre entreprise. Donc, c'est rien qu'un canal, c'est rien qu'un point de contact. C'est peut-être le début de la chaîne. Puis, il doit toujours y avoir une sortie de secours pour dire on s'entend pas, je pourrais-tu parler un humain, s'il vous plaît? Ou que la machine pourrait dire je comprends pas, je vais passer la POC à un humain. Vous comprenez? OK. Donc, ça, c'était le premier point sur l'intelligence conversationnelle. Deuxième affaire, en recherche utilisateur, je l'ai juste filmé pour vous montrer. Je trouvais que c'était un beau concept. Il y a Mercedes qui était commanditaire de l'événement. Il y avait une espèce de kiosque pour faire de la recherche qualitative.
sur les voitures assistées, essentiellement les voitures autonomes. On rentrait dans une espèce de boîte noire. Et là, on choisissait un fil de couleur. Puis comment vous choisissez votre voiture? Puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air, j'ai filmé. Fait que là, est-ce que c'est l'efficacité, correctness, comfort, predictability, image and brand? Puis là, ce qu'on fait... Vous avancez ça? Oui. Non? OK. Fait qu'on prend le fil, on répond aux questions qui sont présentées au fur et à mesure. La première question, dans le cas d'un accident, qui tu dois appeler? Ta mère. Vas-tu effacer l'historique de mon browser? Oui. Comment tu devrais interagir avec ta voiture? Plein de gens, c'est extraordinaire parce que ça faisait une représentation visuelle des réponses des différents participants. Comment tu te sens par rapport à l'avenir des voitures? Excusez-moi, j'avais pas de stabilisateur sur mon iPhone. Et ainsi de suite. Ça faisait une représentation graphique et je trouvais ça fort intéressant comme démarche de recherche qualitative. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'avais jamais vu ça. Peut-être que j'ai beaucoup sorti. Mais... ça faisait vraiment une mosaïque intéressante par représentation visuelle. On attachait la ficelle, après on pouvait inscrire des commentaires, des questions sur une feuille de papier. Tout simple, mais très efficace. Évidemment, il y avait la bonne crowd pour ça. C'était tout le monde, ah mon Dieu, on peut faire ça. Mais tout le monde avec la petite ficelle, puis on traversait. Mais c'était quand même intéressant. Je trouvais l'approche de la question. OK. Troisième volet, dis-je, qui était très couvert à South by Southwest, c'était les humains augmentés. Vraiment. Cette année, le IEEE, vous savez c'est quoi? Institute of Electrical Engineering, okay, donc, qui est une association académique essentiellement, a financé certaines présentations, certaines conférences. Il y avait des conférences majeures, avec des gens assez impressionnants, avec beaucoup de données. Donc, on a parlé beaucoup d'humains augmentés. Les trois quarts avec des gens ici ne savent pas c'est qui. C'est Steve Austin, cosmonaute. Remplacé, tu sais, grâce au miracle de la technologie. C'était l'homme de 6 millions de $. C'était l'homme bionique. Ça date des années 70. Vous tapez 6 millions de $ sur Internet. Mais, toujours est-il que l'homme de 6 millions de $, dans la série de science-fiction Cheap, produite aux États-Unis, il avait la possibilité de voir très très loin. Il y a des gens qui travaillent dans des groupes de recherche maintenant où ils sont en train de multiplier les capacités de l'œil et du traitement que le cerveau peut en faire. Okay? Il y a des signaux qu'on voit, des éléments que notre œil voit mais que notre cerveau n'est pas capable de traiter. Okay? Et ce qu'ils ont été capables de faire par des caméras maintenant, mais ils parlaient de lentilles cornéennes à la fin, tout le monde est en train de virer fou, mais ils sont capables avec une caméra à proximité, et même maintenant jusqu'à 50 pieds, je vais vous faire diviser par 3, vous avez des mètres, sont capables de savoir votre rythme cardiaque, votre pression artérielle, si vous êtes stressé, si vous êtes anxieux, et ainsi de suite. C'est quand même assez impressionnant. J'ai bien hâte d'avoir des négociations. Salariales, syndicales, je ne sais pas trop quoi, quand tout le monde va avoir cette capacité-là. Mais ils sont vraiment capables de le faire, parce qu'ils sont capables de détecter des traits dans le visage, et ils analysent toute cette information-là, et ils sont capables de détruire ça. Donc, je trouve ça quand même, c'est juste moi, c'est quand même assez pété comme concept. Puis il y avait la femme bionique aussi, bien entendu. Et elle, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Ben, c'était entendre de très loin. Donc, il y a une VP de chez Dolby, qui enseigne aussi, je ne sais pas combien de doctorats et de postdoc. Puis, ce qu'elle a découvert, mais sa prétention, elle, c'est que d'ici 2024, tout le monde va avoir des prothèses auditives. Nous allons tous être des humains augmentés. Puis que ça va être in en passant. Parce que là, c'est pas in, mais là, ça va le devenir, ça va être designé par des firmes, ça va être des Apple de ce monde, ça va être des IDEO de ce monde. C'est ce qu'elle prétend, là. Je ne sais pas moi qui dit ça, c'est elle qui dit ça. Puis elle dit, ben, qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Ben, on va être capable d'avoir une ouïe augmentée. On va être capable d'éliminer le bruit ambiant automatiquement, de focusser notre attention à un endroit.
basé sur le principe que c'est l'oreille qui guide la vue. Vous comprenez, quand on entend un bruit, l'oreille guide la vue. Fait qu'on va augmenter ce concept-là. On va être aussi capable, et ça ils le font maintenant, être capable de détecter si une personne fait du diabète par le son. Suivez-moi comment on va faire ça. Puis on va être capable de savoir si la personne va souffrir de démence plus tard. Alors, ce qu'on s'aperçoit, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que quelqu'un qui est sur le point de faire du diabète ou qui fait du diabète, il y a un rétrécissement, il y a de quoi qui affecte les cordes vocales, très particulier, et qui sont capables de dire tu vas souffrir de diabète ou tu as un problème de diabète. Et c'est la même chose pour la démence. C'est qu'il y a un changement dans le rythme, dans le vocabulaire, dans la façon de s'exprimer. Ils sont capables d'analyser ce pattern-là et de dire il y a un risque pour cette personne-là. Donc, ce n'est qu'un des éléments qui retouche mon étude dans Star Trek. Oui, on est rendu pas mal là. Avec le tricorder, on est proche. C'est quand même intéressant comme concept. Ce n'est que quelques exemples qui ont été énoncés au niveau de l'humain augmenté. D'abord, on n'est pas dans l'expérience clinique. Je trouve ça quand même intéressant. La carrière sort vers ça, toi, est-ce qu'on sort un peu de notre zone de confort? Bon, on va parler un petit peu d'expérience client. Donc, plusieurs conférences, il y avait un gros volet café marketing. Plusieurs entreprises ont présenté leurs études de cas. Le grand concept, c'est qu'on passe d'un environnement, d'un univers de commodité à un univers d'expérience. Donc, on passe du concept où on se procure un bien ou un service rapidement à juste prix à je veux vivre quelque chose qui est mémorable et qui est partageable. Parce que, comme le titre d'une conférence le disait, if you didn't share it, you didn't live it. Si tu ne l'as pas partagé, c'est que tu ne l'as pas vécu. Okay. C'était quand même assez provocant comme titre. Il y avait du monde dans la salle. N'oublions pas que c'est des titres marketing pour attirer 2500 personnes dans une salle. Mais c'était quand même intéressant comme réflexion. Donc, on passe vraiment de cet élément-là. Si je suis strictement sur la commodité, comme entreprise, je ne me mets pas comme des Costco, comme des Amazon de ce monde ou des Alibaba et autres. Alors que si je crée de l'expérience, je suis sur un tout autre terrain. Et ça, c'est ce qui vient distinguer les gens. Comme il disait, l'expérience client, c'est comme faire la cour au client. Donc, je me cherchais une affaire de cruising bar, qui n'était pas trop dégueulasse. Parce que il y en a vraiment sur Internet, que je me demande si c'était les vrais. Fait que, mais c'est la même affaire. La plupart ont parlé de ça. D'ailleurs, il y a une très bonne présentation qui a été faite par les gens de Louis Vuitton. Ils ont du budget. Ils font des événements hallucinants. On leur a demandé, mesurez-vous le ROI, le retour sur investissement. Ils font comme, mesurer. De quoi tu parles? Le monde va avoir du fun. On a réussi. Tout le monde dans la salle. Quoi? Tu ne mesures pas. À ce point-là de l'argent? OK. Westworld, la gang des HBO, c'est aussi indécent. C'est quelqu'un qui suit la série Westworld. Vous savez que pendant South by Southwest, ils ont reproduit le Far West à proximité. Vous embarquez dans le bus de la compagnie. Il y avait des chaînes, des sacs de fusillade et tout, là. Ils sont complètement. Ils ont un budget indécent. Le gars, il dit on a du fun. On a des millions de personnes qui nous regardent, puis on a du fric. Fait que, ils font des affaires intéressantes. Under Armour fait aussi des choses intéressantes. Ils créent beaucoup d'expériences avec leurs employés. Fait que Under Armour, vous savez c'est quoi? Un équipementier de sport, ils fabriquent des vêtements de sport notamment. Puis ce qu'ils sont aperçus, c'est que dans leurs employés, la plupart sont des coachs, des formateurs, des entraîneurs, des salariés, ainsi de suite. Fait que pour aider ces gens-là qui font aussi ça comme travail, ils créent des événements. Donc, ils disent, toi, employé de tes clients, invite-toi tous tes clients chez nous, on va faire un événement, on va faire un gros party, on va faire une séance d'entraînement, on va inviter des commanditaires et les gens vont vivre la marque. Et ça porte ses fruits de manière remarquable. Il y a Yeti aussi aux États-Unis, puis c'était à Austin, que je suis allé voir. Tout le monde en parlait dans toutes les conférences. Donc, Yeti, c'est quoi? Ben, ça a l'air de quoi, d'après vous? Ça a l'air de quoi? D'un bar. Et non, ce n'est pas un bar. Ils vendent des glacières. Ils vendent des glacières de toutes les couleurs, de toutes les formes, des dures, des molles, de tout ça. Des petites, des grosses. C'est ça qu'ils font. Ils fabriquent des glacières. Alors, ils ont créé ils vendent des t-shirts aussi, parce qu'on vend toujours des t-shirts. Fait qu'ils ont créé ce sont des glacières. Fait qu'ils ont créé une destination avec un vrai band live, qui fausse pas, il était vraiment très bon.
Puis les gens peuvent expérimenter la marque. Il y a même un pick-up d'encastré dans le faux mur qui est là. Oups, je recule. J'avais pris plein d'autres photos, mais ils ont vraiment créé une expérience, ils ont vraiment créé une destination qui fait que les gens vont là, sont exposés à la marque, puis ils peuvent manger du barbecue, puis il y a un bar, tout ça. Là. Évidemment, le bar, les bières sont dans les glacières, il est dit, on ne se le cachera pas. Tout a été pensé, il y a une chaloupe avec des... C'est absolument indécent, c'est rempli de monde. J'ai parlé au gérant, je leur ai dit, je leur ai demandé, vraiment? Il dit, oui, puis je dis, puis, et tu ne croirais pas comment on fait du fait. Il dit, c'est hallucinant. On a plein de monde qui veulent vivre l'expérience, qui sont exposés à notre marque et qui achètent le produit. Donc, ils ont changé ça complètement. Ils ont complètement changé la vision, la façon d'attirer la clientèle dans leur boutique. Il y avait une autre conférence aussi, on parlait de l'utilisation des odeurs pour bonifier l'expérience. Je ne parle pas de sniff and scratch ou scratch and sniff, là. Je ne parle pas de ça. Il y a la chaîne d'hôtel Westin, notamment, a développé son propre parfum. La même chose chez Victoria's Secret. Vraiment un parfum pour se sentir dans cet univers-là, pour augmenter la partie émotionnelle, sensorielle de la marque, pour véhiculer ces valeurs-là. Ça, je trouvais ça intéressant. Il y a des gens qui travaillent dans un musée en Californie, puis ce qu'ils font, c'est quand on regarde une œuvre, imaginons une peinture dans un musée, ils reproduisent l'odeur que, supposément, peut-être pas du peintre, mais enfin que lui ressentait, j'espère. En tout cas, l'odeur que lui ressentait à cette époque-là, quand il était, je ne sais pas où, il était à Paris, il était à Rome, il était à Londres, peu importe, pour augmenter cette dimension-là. Puis là, ben, il travaillait notamment aujourd'hui sur créer des odeurs d'asphalte mouillé pour des pièces de théâtre, pour le cinéma, il y a même quelqu'un du Cirque du Soleil qui est venu leur poser des questions tout de suite après parce qu'il était très intéressé par le concept. Mais vous voyez où est-ce qu'on s'en va avec vraiment de quoi d'intéressant. Donc, ils sont vraiment en train de recréer certaines molécules. J'ai appris plein d'enjeux légaux. Il y a très peu de gens qui ont le droit de fabriquer des parfums sur la planète et ces protégés sont en train de trouver une façon de faire leur propre parfum, les différentes odeurs, et les diffuser et de transmettre cette dimension-là pour augmenter l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui disaient que, justement, ben, ces gens-là, notamment, disaient que les odeurs font partie de la trame narrative, ça fait partie du storytelling. Tu rentres dans un lieu, ça sent ça, tu te ramasses dans une autre pièce, ça sent ça. On parle d'odeurs positives, on s'entend, mais ils peuvent travailler sur des odeurs un peu plus discutables pour véhiculer d'autres émotions. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette slide-là, mais je trouve ça quand même très drôle. Je l'ai intitulé « Son chien est mort ». Le 13 mars, au South by Southwest, il y avait Dana Ringglass de United Brakes Guitars, de United Airlines, dis-je, qui parlait de l'importance de l'expérience client, comment c'est important de travailler sur la trame narrative, et ainsi de suite. Et le lendemain, de savoir qu'un chien est mort dans le compartiment à bagages, exactement le lendemain pendant South by Southwest, parce qu'ils ont forcé un passager à mettre le chien en haut. C'est pas fait pour avoir de l'air, fait que le chien est mort, au sens pas préfiguré. Et le lendemain, dans le USA Today, je disais que le sentiment négatif à l'égard de United a augmenté de 140%. C'est quand même impressionnant. Et il n'avait fait aucune réponse sur les médias sociaux à cette date-là. Ce qui est quand même triste. J'ai rien contre United, c'était avec eux autres que j'ai pris l'avion, puis j'ai pas eu de problème, j'avais pas de chien. Mais n'empêche que l'expérience client, vous comprenez qu'ils ont réussi à en faire un autre une semaine après. C'est quand même impressionnant. Je ne sais pas comment ils font, mais il faudrait quelqu'un qui les forme. OK. Après, je sais qu'il est tard un peu, là, je vais accélérer. Design in Tech Report. OK. John Leda. John Leda. John Leda. Oui, John Leda. Tout le monde est là d'une gang de fans, il aurait été, je ne sais pas moi, David Bowie n'aurait pas eu un plus gros accueil. Je ne sais pas trop qui va nom de quelqu'un, Justin Bieber, Wash. En tout cas, peu importe, il y avait un line-up, c'était là. Tout ce qu'il a fait, c'est présenter son rapport, qui est disponible sur Designing Tech Report. Allez lire ça. Vous ne pouvez pas travailler dans votre domaine si vous ne savez pas le Designing Tech Report de John Baylor. OK. Donc, il disait qu'il y a 3 types de design, le classical design, le design thinking, puis le computational design.
avec différents éléments. Je poursuis. Il parlait du design conversationnel aussi. C'est le mode de l'être humain. Fais-le toi, c'est le plus vieux mode d'interaction qui existe. Puis il revient maintenant à la mode grâce aux agents conversationnels, entre autres. Il parlait de différents ouvrages qui l'ont marqué. Qu'est-ce qu'on voit pas là? Il est fait comme Wouah! Cynthia Saucier! Je vais y tuer. Cynthia Saucier! Elle travaille ici! Je la connais! Elle travaille chez Shopify! Je la connaissais quand elle travaillait chez TP1! Je la connaissais quand elle travaillait pour Joël Stem! Je la connais! John Maynard parle de... Excusez-moi. Non, moi j'étais content. Excusez-moi, j'étais fier. Je suis trop... Ben... Y a-tu encore du monde de Shopify dans la pièce ici? Il n'y en a pas un, c'est ça qui est trouvé, non? Y en a-tu? Personne de Shopify ici, c'est triste. En tout cas, j'étais content. Parce que j'étais un peu chauvin. Bon, j'espère que vous avez la meilleure. OK. Ah oui, une autre affaire que j'aimais beaucoup, c'est le fun des milléniaux, mais la population vieillit. Fait que, ils appellent ça, au lieu de parler des older, ils appellent des bolder. You don't get older, you get bolder. J'aimais cette notion-là, puis il disait que c'est un marché qui est tout à fait sous-estimé, qui représente, il y a plein de courbes statistiques, là. Ils vont en avoir, les vieux, puis ils vont toffer longtemps. Fait que, ben, ils toffent plus longtemps qu'avant, c'est normal. Non, mais il y a de la médecine, des médicaments, les soins, tout. Est-ce que c'est pas une belle clientèle, ça? Quel marché extraordinaire! Puis là, on focus, tous mes clients, là, les milléniaux, j'ai rien contre ça, comprenez-moi bien, non, j'adore les milléniaux, les enfants sont les milléniaux, ça va. J'étais un late boomer, early X, mais il y a tout un autre marché. Je trouvais ça intéressant comme on va le dire en franglais, en switch de focus, comme regarder d'un autre angle la démographie. Bon, et bien entendu, on a parlé beaucoup de inclusive design, donc de design inclusif. Microsoft fait des très bons intéressants. OK. Ah oui, ça, j'aime beaucoup cette phrase-là. Mobile first? Non. Mobile only. C'est quoi ça, mobile first? C'est quoi ça, un ordinateur? Tout le monde a un mobile, tout le monde a un téléphone intelligent. Un ordinateur, oui, nous autres, dans notre métier, parce qu'on est des producteurs de contenu, la plupart des gens sont des consommateurs de contenu et de transactions. Fait que, not mobile first, mobile only. OK. Vous pensez quoi de ça? No interface. No interface. Mais ça fait longtemps qu'on en parle. Hein. On va en venir à ça peut-être. OK. Une conférence ne serait jamais complète sans parler d'intelligence artificielle. Donc, de quoi qu'on a parlé? On a parlé de l'intelligence artificielle en UX. Beaucoup de gens qui ont fait des travaux pour dire à quoi pourrait servir l'intelligence artificielle en UX, puis ils s'en sont servis principalement pour analyser les données. C'est ce qui est intéressant. On peut collecter beaucoup de données par différents médias, puis l'analyse peut se faire par une machine au lieu de le prendre par un être humain. C'est beaucoup plus efficace. Ce qu'ils ont mesuré, c'est que c'est 30% moins fiable que fait par un humain. Mais comme on peut le faire très, très, très vite, sur un très, très gros volume, puis que la machine peut apprendre, c'est une avenue, d'accord? Qu'ils ne voyaient pas très bien en design visuel, ils ne voyaient pas sur d'autres éléments, mais beaucoup sur la recherche, du moins les gens qui ont fait leur présentation. Les gens de Mercedes sur les interfaces vocales disaient que la voix n'est qu'une dimension de la communication. Le hochement de tête et le contact visuel sont aussi des éléments essentiels pour bien comprendre qu'un humain a compris. Hein? Parce que, essayez de faire ça de même devant une caméra pour qu'ils comprennent. Ou une interface vocale. Ils sont en train de travailler là-dessus. Parce qu'on conduit. Des fois, on parle au téléphone, là, avec votre oreillette ou votre système. Puis là, est-ce que, encore là, juste moi, mais mettons que ça commence à être dangereux ou j'arrête de parler pour me concentrer. Vous faites ça, moi je fais ça, je fais comme une pause, je vais me faire rentrer dedans où il y a un fou en avant qui faut que je fasse attention. L'interface vocale, il faut qu'elle soit capable de détecter ça. Il faut qu'elle soit capable de. L'intelligence artificielle soit capable de détecter la situation que je fais une interruption dans ma conversation. Et puis c'est pas parce que j'ai eu un accident, c'est parce qu'il se passe de quoi, puis je vais en prévenir un. Puis que je sois peut-être capable de faire comme, qui me pose une question, as-tu compris, puis je fasse je continue. Le puis c'est pas pareil. Il y en a un, c'est oui, l'autre, c'est non. Fait qu'avant que l'intelligence, c'est là qu'il faut qu'on s'en aille.
Vous voyez toute la richesse de communication qu'on a, nous, grâce au non-verbal, mais ce que veut faire Mercedes dans ses voitures, c'est augmenter justement ce degré d'interaction-là. Mais ça ne serait passé que par la voix. D'accord? Parce que c'est pas assez riche. J'ai trouvé ça, c'est une bonne idée. OK, puis le processus de décision puis l'éthique de la machine doivent être visibles pour l'utilisateur. Donc, il faut qu'on comprenne comment la machine a pris la décision. Si c'est caché, si c'est masqué, on n'aime pas ça. Il y en a qui disent qu'une intelligence artificielle doit être un compagnon, donc un peu comme le Knowledge Navigator, parce qu'il y en a qui ont déjà vu cette vieille vidéo. Vous taperez Knowledge Navigator, ça date de 1986. Ça a été produit par le groupe de recherche d'Apple. C'est un agent anthropomorphique qui vous parle et qui interagit. 40 ans plus tard, on va peut-être y arriver. D'accord? Mais c'est vers ça qu'on s'en va en pensant. Bon, puis l'IA doit savoir quoi dire au bon moment, de la bonne façon, et ainsi de suite. Comme le ferait un être humain. OK. Il y avait une conférence de philosophie aussi, je suis allé, en intelligence artificielle. Il y avait un philosophe, un mathématicien et un informaticien. Une fois, c'était 3 gars que t'invites dans un bar, donc c'était quasiment ça. Et il parlait de... Le sujet, c'est: est-ce que la machine possède une conscience? On a parlé de ça pendant 60 minutes. C'était assez capoté. J'étais comme, je suis où, moi, là? C'est vraiment. OK. Fait qu'il y en a un, puis le philosophe disait, nous autres, on est une machine dotée de conscience. Puis qui dit que la biologie est supérieure à la technologie? On est des machines de carbone. On est des systèmes. Nous sommes des machines de carbone. Les ordinateurs sont des machines avec des systèmes de silicium. On s'entend? Qui dit que nous, on est supérieur à ça? On ne sait pas. Qui dit qu'ils ne sont pas capables de se créer une conscience? On ne sait pas. Évidemment, le mathématicien n'est pas d'accord, c'est correct. Mais vous comprenez que qu'est-ce qui crée la conscience? Qu'est-ce qui fait qu'une machine peut avoir la conscience? Bref, on en a parlé pendant plusieurs minutes pendant cette conférence-là. Food for thought, dirait-on en latin. Juste pour que vous réfléchissiez, mais on va arriver à se poser des questions comme ça avant longtemps. OK. Maintenant, sur YouTube, si vous tapez South by Southwest, il y a un canal. Malheureusement, toutes les conférences n'y sont pas, mais certaines y sont. Je vous invite à aller visiter, à aller regarder ce qui a été fait. Je vous ai présenté 7 jours de conférence en 12-14 minutes, je crois. 30 minutes, j'aurais pu vous en parler encore plus, mais c'est les grands concepts qu'on peut retenir. Donc, est-ce qu'on fait un métier excitant? Oui. Est-ce qu'il faut rester éveillé et au courant? Oui. Parce que vous allez s'en venir perforer sinon, si vous ne savez pas. Fait qu'il faut vraiment garder au courant, rester à des conférences, lisez le plus possible, lisez des sources diverses. Il existe plusieurs ouvrages aussi. On parle de Rosenfeld, je ne sais pas si c'est de ce côté-là qu'ils ont publié, mais il y a un bouquin qui a été sorti sur Conversational Design, sur les interfaces conversationnelles, un vraiment très bon bouquin qui est sorti il y a quelques semaines. OK. Fait que ça, c'est le merci beaucoup. Alors, maintenant, il y en a qui m'ont dit, tu vas-tu prendre des diapos de la première présentation en ligne? La réponse, c'est non. Je trouve pas que ça rend justice, c'est juste des points de la présentation, c'est très bref. Si vous êtes intéressé, j'ai écrit un livre, ça s'appelle Legacy l'expérience client. Il est sur Shopify, quelle autre plateforme on pourrait utiliser. Donc, je suis cohérent. Donc, vous allez à daniellafrenière.com/QC. Puis vous utilisez le code de promo de tout le monde UX, TLMUX 18. La livraison est gratuite, donc ça va coûter un beau $12,95, plus les taxes, la taxe, la TPS, parce qu'on vit au Canada. Donc, ce code-là fonctionne jusqu'à demain soir, minuit. Ça vous intéresse, faites-le. Puis sinon, c'est correct, on n'est pas pire. OK, donc, vraiment, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici ce soir. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous rencontrer. Avez-vous des questions? Questions? Commentaires? Vous êtes gêné? Fatigué? Ça se peut. Moi, j'aurais une question. Oui? Vous avez parlé tantôt de mobile only. Pardon? Mobile only, oui. Je voudrais avoir un peu plus de détails par rapport à ça, et considérant qu'on s'en va justement vers un... Non, pas un monde, mais je veux dire, il y a beaucoup de personnes âgées qui
en tout cas, la population est vieillissante. Oui. Quand on parle de mobile only, moi, je regarde mon père qui est encore sur son vieux Pentium. J'essaie de voir un peu. Oui, tout à fait. C'est pour moi qui j'insiste, c'est pour moi qui le dis, mais j'y adhère quand même. C'est mes là dans ces observations. Dans le fond, oui, il y a encore des gens qui servent d'un ordinateur, mais la plateforme la plus utilisée, avant on disait, oh, c'était tel pourcentage, mais maintenant, la plateforme utilisée, c'est le mobile. Bon, est-ce que c'est le téléphone et la tablette? Selon moi, c'est oui. L'ordinateur, oui, va continuer à vivre. Moi aussi, mon père, il a un tiers, je crois pas. Il y a un PC AT, je crois. Qui bug à toi et moi. J'ai dit, tu le changes, ton horaire. Ça, c'est une nouvelle machine. Mais n'empêche que lui, il travaille là-dessus parce que c'est beaucoup plus simple. Mais dans les faits, c'est pas beaucoup plus simple. Parce qu'il y a plein de mises à jour, plein d'affaires, plein de choses installées, plein de patentes. Puis il sert de ça pour regarder les nouvelles dans son navigateur, envoyer des courriels, puis jouer à Candy Crush. 83 ans, il joue à Candy Crush. Solitaire. Pardon? Non, il joue à Candy Crush avec ma nièce. Donc, ça dépasse. Puis très compétitif. Donc, il n'y a pas besoin de ça. Il y aurait besoin d'une tablette quelconque et ça ferait très bien le travail. Mais est-ce qu'on est vraiment rendu là? C'est ça que je veux dire. Bien, selon moi, oui. Moi, si j'étais une nouvelle entreprise, dépendant de ma démographie, on s'entend, mais si je descends le consommateur, essentiellement ça, je ne descends pas les producteurs de contenu, je descends les consommateurs, moi je penserais mobile only. Puis tu livres sa table sur l'ordinateur, même s'il était conçu pour le mobile. Je comprends que c'est pas illégal, mais on n'est pas mobile first, then desktop. Non, on est mobile only. Donc ça veut dire qu'on sert aussi des périphériques qui sont sur le téléphone, le géopositionnement, nommer tous les senseurs qui existent sur un téléphone. Parce qu'avant, on ne le faisait pas parce qu'il fallait supporter le desktop. Ça me décourage. C'est une machine ici là, de. Je ne sais pas combien, c'est 1000 $, cette affaire-là. C'est un peu décent. Mais on a une machine incroyable. Puis là, on se réduit parce qu'il faut qu'on supporte le desktop. Ça ne sert pas l'inverse d'abord qu'on devrait faire? C'est mon tout sens, comme on dirait. On s'en va vers là plus. Ah non, on va être là dans quelques années. Moins de 5 ans. C'est bon. Moins de 5 ans. Autre question, commentaire? Merci pour votre question, Sylvain. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut poser? Non? C'est facile. Pas de problème, merci.